Bienvenue au Parlement de Bruxelles où l'on a sorti les calculettes. Le prochain budget de l'Union européenne se dessine en ce moment et l'équation paraît très difficile à résoudre pour les Européens alors que les 27 doivent financer toujours plus de secteurs avec un budget très contraint. Celui-ci représente actuellement 1% du PIB de l'Union, soit 1000 milliards d'euros sur 7 ans. Il sert pour un tiers à la politique agricole commune, pour un tiers aux politiques de cohésion pour assurer le rattrapage économique de certaines régions et pour le reste à financer le fonctionnement de l'Union et d'autres politiques. Alors dans le même temps, les 27 entendent développer leurs investissements dans la défense, le numérique et les nouvelles technologies. Mais alors avec quel argent? Ils devront déjà rembourser un grand emprunt contracté pendant la période Covid qui risque de gréver le budget de 15 à 20% par an. L'Union européenne pourrait-elle avoir recours à de nouvelles ressources propres indépendantes des contributions nationales? L'idée est avancée, mais les pistes comme la taxe carbone aux frontières suscitent beaucoup de scepticisme en l'état. Alors pour en parler, nous recevons Valérie Ayé, bonjour, eurodéputée française, présidente du groupe Renew ici au Parlement européen. Et puis Fernand Kartheiser, bonjour, eurodéputé luxembourgeois, membre du groupe des conservateurs et réformistes européens. Valérie Ayé, parlons du budget actuel, 1% du PIB européen. Est-ce à la hauteur de nos ambitions? Clairement non. Ce budget, il a été négocié en 2020. Et si vous vous souvenez, pour les plus férus d'entre vous, c'était avant la crise sanitaire et déjà avant, le Parlement européen considérait que 1% du PIB alloué au budget européen, c'était rikiki. Compte tenu des enjeux qui, à l'époque, étaient devant nous, avec deux priorités. Continuer de financer la politique agricole commune, la politique de cohésion, ces politiques structurelles. Et on avait à l'époque deux grandes priorités qu'il fallait financer, la transition environnementale et la transition digitale. Or, comme à chaque fois, à chaque négociation budgétaire, les États se sont achoppés, mais avec le plan de relance, finalement, si vous cumulez à la fois le plan de relance qui est venu là pour relancer l'économie après la crise sanitaire, eh bien on est à peu près à 2% du PIB. Ça dit quoi? Ça dit que les États, même s'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un budget stricto sensu plus ambitieux, ils ont reconnu entre eux que pour financer l'Union européenne, pour financer nos grandes politiques publiques et pour accompagner la dynamique économique du territoire, il fallait bien plus de 1% du PIB. On aura l'occasion peut-être d'en parler dans le courant de l'émission, mais moi, ce que je vois en termes de différence majeure par rapport à 2019, c'est que les États en 2019-2020 sont arrivés à la négociation en étant très fermes sur leur position. Et notamment les Nordiques, qu'on appelle les frugaux, qui veulent mettre moins d'argent au pot commun, vraiment avec des positions très très dures. Je crois qu'aujourd'hui, compte tenu du nouveau contexte, le fait de la nécessité de continuer à avancer pour financer la transition environnementale, mais aussi, vous les avez évoqués, la défense, les nouvelles technologies, certains États sont moins fermés qu'il y a quelques années sur la question. Voyons-le tout de suite, Fernand Kartheiser, le luxembourgeois. Votre pays est, lui, plutôt dans le camp de ceux qui sont généreux avec le budget européen. Mais votre parti conservateur, en revanche, je crois, est plutôt sceptique. Il ne faut pas donner plus d'argent à l'Union européenne, 2% par exemple du PIB. C'est ce que réclame notamment l'Espagne, par exemple. Oui, je sais que les Espagnols revendiquent cela, en tout cas envisagent cela, mais je crois que ce n'est pas la première des priorités. Je crois que le budget européen doit d'abord être bien géré. Alors nous savons qu'il y a parfois des doubles emplois, des dossiers qui causent une bureaucratie débordante. Et la première des priorités, je crois, si on veut avoir une idée du prochain budget européen, c'est d'éviter une mauvaise gestion de l'argent qui est déjà à la disposition de l'Union européenne. Mais ce qui est plus grave, c'est que l'Union européenne s'arroge des pouvoirs, des compétences qui ne sont pas les siennes. Nous avons maintenant eu, par exemple, une nouvelle compétence qui lui a été assignée, le logement, mais le logement, en fait, n'est pas prévu dans les traités. C'est une compétence nationale. Alors, nous voyons que l'Union européenne commence à s'approprier des compétences et puis à demander des budgets sans base légale. Nous avons un phénomène similaire dans la défense, parce qu'en fait, on fait du double emploi avec ce que l'OTAN doit faire, l'Alliance Atlantique, et puis, de nouveau, l'Union européenne veut se donner des compétences et puis demander de l'argent dont elle n'a pas besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Valérie Ayé, que finalement, on veut en faire trop, l'Union européenne veut en faire trop, même au-delà de ce qu'elle est censée faire? L'Union européenne, elle est là pour aider
Et moi, je suis engagée au Parlement européen pour apporter des solutions les plus concrètes possibles aux problématiques que rencontrent nos concitoyens européens. Et quand on regarde le nouveau contexte géopolitique, la nécessité d'avancer sur la transition environnementale, la transition digitale, les investissements colossaux qu'il faut faire sur l'intelligence artificielle, sur le quantique, pour ne pas laisser les États-Unis ou la Chine loin devant nous, la défense, bien sûr qu'on a besoin d'investir en commun. La force de frappe de l'Union européenne, c'est 450 millions d'Européens, un budget, des budgets qui sont plus forts que les pays pris isolément. La France, 67 millions d'habitants, le Luxembourg, 600 000 habitants. Évidemment qu'on est beaucoup plus puissant si on travaille ensemble. Et alors, ce que vous dites sur le fait que l'Union européenne s'arrogerait des compétences, pardon, mais vous parlez notamment de la question logement. Pourquoi on en parle? Ce n'est pas au cœur des compétences de l'Union européenne, évidemment. Mais pourquoi on a créé une commission spéciale ici au Parlement européen? Parce que dans tous les pays, il y a des problématiques sur les logements. Tous les Européens, où qu'ils soient, ont des difficultés à trouver des logements. Donc, ça veut dire qu'on va réfléchir à échanger des bonnes pratiques. On a véritablement une valeur ajoutée à travailler ensemble. Et l'idée, ce n'est pas de prendre des compétences pour prendre des compétences. Et quand bien même, ce qui compte, c'est d'être efficace. Et je le redis et j'en termine par là, les sujets que vous évoquez, l'Union européenne, soit a été missionnée par les États pour s'en occuper, soit c'est une initiative du Parlement européen, c'est-à-dire de vous, de nous qui avons été élus dans nos pays respectifs par les citoyens pour apporter des solutions concrètes à des problématiques auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Alors abordons une autre question qui va se poser dans le cadre du budget qui arrive, le grand emprunt post-Covid. Eh bien, il va falloir le rembourser à partir de 2028. On parle de 25 à 30 milliards d'euros par an, ce qui serait 15 à 20% du budget annuel de l'UE. Comment on fait? Oui, mais c'est de nouveau un très bel exemple en fait pour le point que j'avais fait tout à l'heure, c'est que l'Union européenne doit respecter les traités. Parce que Mme Ayer dit que le logement, c'est un problème que nous avons dans tous nos États membres, c'est vrai, mais en fait, les traités sont là pour être respectés et les traités ne prévoient pas une compétence pour le logement de l'Union européenne. C'est une compétence nationale. Maintenant, il y a un autre aspect dans les traités que vous soulevez à juste titre, c'est qu'en fait, l'Union européenne n'a pas le droit de contracter des dettes, mais elle l'a fait de façon assez inventive, innovative. Après le Covid, elle a dit il faut un fonds de relance, nous allons contracter... Ce qui a évité une récession? Vous ne trouvez pas que ça a évité une récession, précisément? Non, parce que la Cour des comptes a fait des analyses sur l'utilisation de ces fonds et en fait, le verdict de la Cour des comptes est que l'argent n'a pas été vraiment utilisé de façon efficace. Donc nous avons contracté des dettes en violation des traités, c'est quand même en violation de l'état de droit parce que les traités sont ratifiés par les parlements nationaux et en plus les fonds ont été mal utilisés. Ont été mal utilisés. Allez, on va reparler peut-être de ce qui vient plutôt que de resolder le compte effectivement de ce grand emprunt européen qui avait fait débat et on voit qu'il le fait toujours. Valérie Ayé, la question des nouvelles ressources propres pour alimenter le budget de l'Union européenne, elle est largement bloquée. La Commission a fait des propositions, par exemple l'affectation d'une part des recettes des quotas de CO2 ou de celle de la taxe carbone aux frontières, mais pour l'instant, les États ne sont pas d'accord. Il y a urgence, dit la Commission, à trouver un accord. On est au pied du mur? Il y a urgence parce que ces nouvelles ressources propres, elles doivent venir pour rembourser le fameux grand emprunt. Et parce qu'on a un problème aujourd'hui d'autonomie du budget européen. Tous les 7 ans, les ministres des Finances viennent à la table des négociations avec leurs contraintes budgétaires nationales. Ce qu'il faut, c'est avoir un budget qui soit soumis aux co-législateurs, au Parlement européen, aux États, mais dont les ressources soient plus indépendantes pour et ne viennent pas au minimum des contributions nationales. Parce que c'est autant d'argent qui est retiré des caisses nationales. Alors moi, je le soutiens parce que ça veut dire on met de l'argent au budget, au pot commun, et c'est pour des priorités politiques communes. Mais pour avoir du souffle et laisser du souffle aux finances nationales, il faut qu'on avance sur ces nouvelles ressources propres. C'est en plus un enjeu de justice fiscale. C'est-à-dire, on fait payer ceux qui ne paient pas aujourd'hui leur juste part d'impôt. Ce seraient les géants du numérique, ce seraient les géants extra-européens qui polluent avec la taxe carbone aux frontières, par exemple. Côté Parlement européen, on est prêt. Depuis longtemps, on a aussi formulé des idées aux États membres. Maintenant, la balle est dans le camp du Conseil et des États. Moi, ce que je crois, c'est que, évidemment, c'est un sujet très difficile. Parce que vous avez ceux qui, par principe, sont opposés aux ressources propres, qui considèrent que ça relève de la compétence nationale. Mais en fait, c'est soumis aux parlements nationaux. Donc évidemment, les parlements nationaux disent oui ou non, on va transférer des ressources propres au budget européen. Donc la démocratie, le volet démocratique est pleinement respecté. Et puis il y a ceux qui sont pour des ressources propres, mais quand on va dans le détail,
Eh bien, quand vous êtes maltais, la taxe sur les transactions financières, vous n'aimez pas trop. Quand vous êtes irlandais, l'impôt minimum sur les sociétés, vous n'aimez pas trop non plus. Moi, voilà, c'est simplement cet état des lieux. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Les États n'ont plus d'autre choix que d'avancer. Je fais confiance au Conseil, au président du Conseil, pour avancer sur ces questions. Il faut que tout soit négocié en paquet. Là, dans les prochaines semaines et les prochains mois, on va négocier le prochain cadre financier pluriannuel pour 7 ans. Il va falloir voir comment on le finance. Ça peut être par les ressources propres, ça peut être aussi, notamment sur les questions de défense, par un emprunt populaire qui serait inédit et qui permettrait de proposer aux épargnants européens de mettre de l'argent aussi, pas directement dans le budget, mais sur la question de la défense, par exemple. On peut imaginer des nouveaux modes de financement qui soient plus créatifs et innovants. Évidemment, vous êtes contre tout nouvel emprunt et vous nous avez beaucoup parlé de gabegie et de mauvaise utilisation de l'argent. La Hongrie s'est vue privée de ce financement européen, 20 milliards d'euros d'ailleurs, c'est beaucoup, gelé, pour des raisons de non-respect de l'état de droit et puis de détournement de fonds européens. Est-ce que c'est aussi la question de la bonne gestion ? Vous soulevez un point très important. En fait, qu'est-ce que l'Union européenne fait avec l'argent que nous lui donnons? Et il y a un aspect qui m'inquiète fortement, c'est que l'Union européenne s'arroge aussi le droit de punir des États membres. Je trouve que c'est inquiétant. Parce qu'en fait, s'il y a des hommes politiques comme Viktor Orban qui poursuivent une politique, par exemple, en matière familiale ou dans d'autres, qui ne plaît pas à la Commission européenne ou à certaines autres forces politiques, on est très rapidement en train de parler de l'article 7, de vouloir censurer des États, de vouloir s'immiscer dans les affaires intérieures des États membres. Alors que nous avons vu, par exemple, en Roumanie, où le premier tour des élections présidentielles avait été annulé, que la Commission n'a pas du tout invoqué l'article 7. Donc c'est un état de droit à la carte qui est pratiqué ici. Et je ne voudrais pas que les fonds européens, les fonds de cohésion par exemple, soient utilisés pour exercer des pressions sur les États membres. Il s'agit des fonds aussi, puisqu'il est à la fois l'état de droit, la question des juges, mais aussi la question de la distribution de ces fonds aux amis de Viktor Orban. Il faut que le budget reste un outil. Monsieur Orban, je ne peux pas vous répondre au nom de Monsieur Orban. Mon point de vue est que l'Union européenne ne doit pas être supranationale et elle ne peut pas s'immiscer dans les affaires des États membres. Valérie Rayet, le budget doit rester un outil pour réguler l'état de droit. Il ne faut pas céder à Alors deux choses. La première, l'Union européenne, monsieur, c'est vous, c'est nous. C'est nous tous qui la faisons. Ce sont les États au Conseil. C'est aussi M. Orban. C'est nous au Parlement européen, ce sont nos décisions et nous avons été élus démocratiquement par les citoyens. Ensuite, sur la manière dont on lit le budget et l'état de droit, eh bien, excusez-moi de vous dire que moi, je ne veux pas que l'argent des Français, que l'argent des Luxembourgeois, que l'argent des Roumains soit utilisé pour enrichir les amis de Viktor Orban. Ça, c'est un principe fondamental. On sait que le régime de Viktor Orban est corrompu. Oui, on sait que Viktor Orban met les juges au pas. On sait qu'il muselle l'opposition et qu'il muselle la presse. Donc, il y a à la fois la lutte contre la corruption et le fait que quand on adhère à l'Union européenne, on adhère aussi à nos valeurs, à nos principes démocratiques. Et le budget doit aussi être utilisé comme un levier pour dire aux gouvernants qui ne respecteraient plus nos valeurs démocratiques, eh bien, pas un euro ne vous sera versé parce que le contribuable français n'a pas à payer pour vos dérives. Et ensuite, on a effectivement l'article 7, monsieur, qui est dans les traités. Vous parlez beaucoup du respect de l'état de droit. Eh bien, c'est un article qui est dans les traités qui peut être activé quand un gouvernement ne respecte plus nos valeurs fondamentales. Et qui dit quoi? On peut suspendre son droit de vote à l'unanimité des autres dès lors qu'il ne respecte plus nos principes démocratiques. Effectivement, on a tenté de l'activer il y a quelques années vis-à-vis de Viktor Orban. Il a été protégé par ses amis du PiS en Pologne à l'époque. Nous demandons aujourd'hui à ce qu'on réactive cet article 7 parce que M. Orban piétine nos valeurs démocratiques tous les jours. Et donc, quand on adhère à un club, on doit continuer de respecter ces règles. On ne va pas terminer sur Viktor Orban. On va vous faire terminer quand même sur le budget. Un mot pour conclure. Le budget 2028-2035. Oui. Quels sont les mots-clés pour vous de ce futur budget ?
D'abord, permettez-moi quand même de dire une phrase, parce que l'Union européenne qui parle beaucoup de démocratie est quand même la même Union européenne qui a ce règlement sur les services digitaux qui s'immisce dans la liberté de parole des personnes. Ça, vous l'avez déjà dit. Sur le budget. Je ne l'ai pas encore dit, mais je vais vous répondre sur le budget. D'abord, ça doit être un budget qui se limite à 1,27% du PIB de l'Union européenne. Je suis opposé à une augmentation du budget et je voudrais aussi que les politiques, par exemple la politique climatique, etc., soient révisées pour rétablir la compétitivité de l'Union européenne. Parce que ce sont les politiques de l'Union européenne, notamment par exemple en matière climatique, mais pas seulement là, mais aussi dans d'autres domaines. Par exemple, le prix de l'énergie, c'est l'Union européenne qui est co-responsable de la perte de la compétitivité de l'économie européenne. Donc et plus là, de il faut réformer les politiques ça, et non pas donner plus d'argent. Valérie Ayé, on se projette dans 10 ans, 2035. À quoi devrait ressembler le budget idéal de Ça doit être l'Union un européenne? budget d'ambition et de réalisme. On a des centaines de milliards d'euros d'investissements à faire pour protéger les Européens, pour ne pas rester sur le bord du chemin de la compétitivité économique et de l'innovation. Quand on parle d'intelligence artificielle, de quantique, de transition environnementale, les autres continents, les autres puissances, la Chine, l'Inde, les États-Unis avec Donald Trump, même si on se demande quelle est sa stratégie, ils ne nous ont pas attendus. Donc il faut qu'on mette les bouchées doubles. Si on veut demain, dans 5 ans, dans 10 ans, être le continent qui assume un leadership sur les questions technologiques, sur les technologies de demain, et aussi un continent qui continue de faire valoir les valeurs démocratiques, l'état de droit, eh bien, il faut qu'on continue d'investir en commun. Merci à tous les deux d'avoir très bien illustré ces discussions, ces débats très vifs et qui vont se poursuivre, bien entendu, sur le prochain budget de l'Union européenne. Merci Caroline, merci à tous et bonne suite de programme sur nos chaînes. Merci à vous.